t'envoies des mails à tes clients, dis je vais vous livrer en retard. En fait, j'ai trop de boulot. Je suis une petite boîte et les gens sont trop contents. Et tu vois, même à l'époque, je mettais des codes promo et ça me refaisait plus de commandes. Donc tout le monde était content. Attends, c'est intéressant. Tu faisais des codes promo pour annoncer... Donc tu disais, désolé, je suis en retard, mais je vous offre un code promo pour la prochaine commande. Ouais. Et ça te générait de la commande. Ah ouais. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Maxime Dubois, qui est le fondateur de Loupiote, que vous retrouvez sur atelier-loupiote avec un seul t.fr. On dit atelier Loupiote ou Loupiote d'ailleurs? Toi, t'as dit Loupiote quand on préparait l'épisode. Les deux. Ouais. Atelier Loupiote, qui est un concepteur fabricant de luminaires décoratifs que tu as lancé il y a quelques années, en 2021. Post-Covid, ouais, 2021. Post-Covid, qui marche bien. Tu vas faire 3 millions entre la distri physique et le online. Exactement. Tu vois, j'ai même pas besoin de parler parce que tu présentes tout mieux tout. que moi, donc. Je suis très heureux de te recevoir. On s'est croisés au One-to-One à Biarritz. Enfin, on s'est croisés. C'est là qu'on a été présenté, mais on m'avait déjà parlé de toi. Faudrait que je retrouve qui. J'ai oublié de chercher, mais je le ferai. On s'est recroisés au One-to-One à Monaco. Qu'est-ce que t'en retires des One-to-One? Alors, les deux sont très différents déjà. Ouais. Monaco, on est sur du plus gros. Il y a des plus gros. Gros acteurs. Déjà, c'est deux positionnements différents. Le One-to-One Biarritz, c'est CRM data, et Monaco, c'est vraiment e-commerce très large. E-commerce retail. Retail, ouais. L'ambiance off salon n'est pas la même aussi. On y va un peu pour les deux en fait. C'est vrai que les solutions, on les connaît, qui présentent, donc ça permet d'avoir une ouverture sur d'autres solutions. Et aussi c'est sympa de rencontrer d'autres fondeurs, d'échanger, tu vois, de te rencontrer toi. Mais ouais, et les ambiances entre Biarritz, le surf, et Monaco, un peu en mode Disneyland et un peu plus guindé. Mais ouais, très très bien. Cool. On s'est rencontrés là-bas et on s'est dit que ce serait, je me suis dit, tu m'as dit, on s'est dit que ce serait sympa d'enregistrer ensemble. T'as une histoire intéressante à me raconter. Ça marche bien. Il y a eu pas mal de galères ou de frictions. Je t'ai repris d'ailleurs. Tu m'as dit, on a eu des échecs. Je t'ai dit non, c'est plutôt des frictions ou des difficultés que t'as su surmonter. Bon, on en parlera. Il y a 2-3 sujets sur lesquels je voulais te lancer aussi parce que c'était intéressant. On en parlait en discutant, en préparant l'entretien, et on va faire ça tout de suite. Mais avant ça, je voulais vous remercier toutes et tous d'être toujours aussi nombreux à écouter Le Panier. J'ai énormément de retours en off sur LinkedIn ou par email. C'est super. C'est une audience incroyablement variée de gens qui veulent se lancer, qui voudraient se lancer, de gens qui se sont lancés, qui ont des petites boîtes qui vont faire 500, 1, 2, 3, 10 millions. Il y a des grosses boîtes aussi. Hier, j'ai eu la chance de rencontrer l'une des personnes qui a relancé Boucheron avec Kering en 2016, qui est un auditeur que je salue. Salut Thierry. On a passé 1 heure à la boutique à parler business et enjeux. Voilà, tout ça, c'est les auditeurs du Panier, une audience très variée. Tu es lyonnais et tu viens à Paris presque tous les mois. Et tu partages un appart avec Ben et Vic, qui est une agence d'achat média, de growth. Et on en parlait tout à l'heure, et je te disais, nous, chez Cosa Vostra, on en fait un peu, mais c'est pas notre cœur de métier. Et quand on est sur des gros comptes, ou sur des sujets qu'on maîtrise pas forcément, on préfère les passer à des Benevik ou d'autres. C'est surtout un marché qui évolue
rapidement. Les algos changent tous les 3 mois. Toi, tu bosses avec Benevik, hein? Ouais, ça fait depuis quasiment le début. Ouais. Alors déjà, ce qui est important, je pense que ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est que le choix de votre agence, votre free, doit se faire. Moi, j'ai toujours ce truc-là dans le choix des prestats, de la taille que tu as toi, vs la taille de ton prestat. Il faut que tu sois important pour lui et vice versa. Et ça a toujours été le cas en l'occurrence avec Benevik, puisqu'on a grandi ensemble. Et voilà, en fait, tout simplement. Ouais, dans ce choix, je pense que le truc que je retiens le plus, tu vois, c'est le choix de la taille. Et après, sur le marché de l'achat média, aux constantes évolutions, il y a plein d'agences, il y a plein de modèles de factures, il y a plein donc pas évident de s'y retrouver. Tu vois, les Junto, les Benevik, les Kudak, Ouais. ils font un super boulot, mais pas évident parce que tu dois te réinventer. J'ai le sentiment que tu dois te réinventer tous les 6 mois, quoi. Tu dois te réinventer tous les 6 mois, surtout qu'en plus maintenant les algos, c'est de plus en plus des boîtes noires. Donc en fait, tu lances ta campagne Perfmax, tu lances ta campagne ASC+ sur Meta. La valeur ajoutée du média buyer, elle est en décroissance, quoi. Et du coup, où se crée la valeur? Moi, c'est ce que j'aime bien et ce pourquoi je bosse avec Benevik. Moi, c'est ce que j'aime bien, ouais, chez Benevik, c'est que ils ont, ça fait 3 ans que cette trend de l'algorithme est de plus en plus autonome. Et en fait, versus il y a 5 ans où le média buyer devait... C'était un bricoleur. Ouais. Et surtout avait une vraie valeur ajoutée à capter une audience. Tu te dis, je vends des luminaires. Je vais plutôt cibler une audience féminine qui aime la déco, qui fait, je sais pas, du yoga, peu importe. Et c'était ça la valeur ajoutée du média buyer. Maintenant, l'algo le fait mieux que toi sur des audiences larges. Donc, tu vois, quand je parlais à Monaco là, avec Guillaume Cavaroc de Meta, il me disait aujourd'hui c'est une approche. Alors, je vais peut-être travestir ce qu'il m'a dit, mais en gros, il me disait tu crées plein d'assets, tu choisis ton budget évidemment et tu laisses la machine faire son choix toute seule. Ouais, parce que depuis 3-4 ans, même peut-être plus, l'algorithme est plus fort que le marketeur en fait. Donc ton taf d'audience, c'est plus toi qui le fais, c'est l'algorithme et il le fait mieux que toi parce que si tu dis, pour reprendre l'exemple, je cible une audience féminine, l'algorithme il va quand même capter l'homme qui va avoir le besoin. Donc en fait, ton audience elle va être plus large et il va la capter avant toi. D'ailleurs, j'ai souvent cette discussion avec des amis et tout sur le fait que on t'écoute quand tu parles et que ça va venir cibler des pubs. J'ai pas la réponse. Ça fait un peu complotiste et tout. En vrai, j'en sais rien. Mais par contre, ce que je sais, c'est que il est tellement accurate l'algorithme que il va savoir ce que tu veux avant même que toi t'aies formalisé la pensée parce que avant t'as fait ça. Tu t'inscris dans une cohorte. Et donc c'est pour ça que tu dis, comme par hasard, j'en ai parlé hier, mais il savait que t'allais en parler. Et donc du coup c'est souvent ça qui se passe. Plus que on est écouté, bien que si ça se trouve c'est vrai et qu'il y a une backdoor dans l'algorithme Facebook, mais en tout cas moi c'est plus ma vision. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et il sait très bien que tu as le mois 1, tu es rendu sur ce loger où tu as fait des recherches. Le mois 3, tu as fait des recherches de prêt. Le mois 5, tu vas acheter des luminaires potentiellement. Voilà, exactement. C'est pas parce qu'on en a parlé la veille, mais tu es dans cette cohorte qui... Exactement. Et donc, ouais, du coup, on était sur la valeur ajoutée d'un média buyer aujourd'hui qui est en constante évolution. En fait, tu disais, il faut se réinventer tous les 3 mois. En fait, c'est une évolution continue. J'avais dit 6, mais 3, ça me va. Ouais, 6 mois, ouais. Mais t'as raison. Les évolutions majeures, il y a vraiment un avant iOS 14. iOS 14, ouais. Un avant-après en termes de tracking.
Nous, en tout cas, sur Loupiote, on l'a constaté et vraiment, ouais, on a de moins en moins de données. Donc, il faut dépenser plus pour avoir un meilleur échantillon statistique. Et je pars un peu dans tous les sens. Mais non, mais la valeur ajoutée du média buyer, c'est enfin, en tout cas, faut savoir se réinventer pour ajouter au moins cette connaissance marché. Moi, je pense qu'il y a, en fait, la valeur ajoutée du média buyer, c'est d'avoir une vision plus grosse, d'avoir une vraie vision sur les créas, sur les assets que tu crées, d'être force de proposition à ce niveau-là et avoir une vision un peu plus dézoomée que juste je t'achète du trafic. Ouais, et je pimpe les et la mise en place de strat Q4, la mise en place de booster toutes tes OP, faire nous on fait de plus en plus par exemple de capture de lead, de choses comme ça pour aller chercher un peu plus haut de funnel dans des périodes d'OP commerciales, voilà. Donc pour moi c'est plus ça aujourd'hui que juste faire des audiences Facebook et cocher la petite case qui va te faire le bon ciblage, ça existe plus. Ils font quoi pour toi ? On va changer l'ordre des questions habituelles de la trame du panier. Ok. Je veux t'emmener sur le fait que tu fais beaucoup de social ads et que tu te sens un peu dépendant. Et puis tu me parleras de Pinterest aussi. Bon, commençons par ça d'ailleurs, parce que tu dépenses 10K par mois sur Pinterest ? Ouais, 10K, on dépense 10K par mois. Ça représente un quart de notre Dépense budget média. spend. Ouais, de notre spend média. Donc ça fait 500 000 par an de spend média en tout. Ok. Ouais. Alors nous, on a du coup, tu disais, on est dépendant. On a un COS, donc cost of sales, coût de la part de. C'est l'inverse du ROAS. On se met à 30%. Donc sur notre CA, sur 1 euro de CA TTC, enfin sur 3 euros de CA, on dépense 1 en ads. 3 euros de CA TTC, donc 2.5, 2.1. En gros, on se met sur un ROS à 3. Ok. Donc on est vachement dépendant de ça. Tu veux qu'on parle de Pinterest ou de la dépendance Commençons par la dépendance. Allez. Mais attends, donc sur 1 dépensé, tu vas faire 2,5 en CA hors taxe, 3 en CA TTC. En gros. C'est ça, exactement. Ok. Et là-dessus, t'as pas encore le produit, les coûts internes, Non. T'as pas encore margé, quoi. Non. Ce qui peut nous amener à parler de structure de marge et ce qui est vachement intéressant et qui est pour moi ma vision e-commerce en gros, c'est l'ère du D2C qui a vachement évolué et ces 5 dernières années, tu vois, ça a commencé en fait avec le dropshipping pour moi, où tu avais ce mantra qui est en fait on va vendre des produits directement et faire juste du marketing avec des marges qui étaient si tu regardes des structures de coûts de dropshipper en fait ça dépend vachement du produit mais les marges sont assez serrées et il y a eu tout cet avènement du e-commerce, la création de plein de DNVB qui était sur un modèle D2C qui fait que tu passes en direct du consommateur et tu te dis ma marge elle est meilleure en e-commerce que par exemple on compare au modèle classique du retail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, quand il n'y a pas beaucoup de monde, ça se passe bien pour ces marques. Donc là, on a eu tout l'avènement, tout le mouvement des NVB qui s'est créé avec plein de marques et c'est cool parce que ça a fait des marques sexy qui ont fait beaucoup de chiffres d'un coup. Et en ce moment, on est plus sur une période de rééducation. Régulation. Régulation. Ouais, régulation. Où en fait tu te rends compte que les coûts d'achat média sont croissants et en fait tu te dis versus donner 2,5 à mon retailer ou à mes revendeurs c'est pareil en fait. Et donc du coup pour moi le truc essentiel et ce qui fait la pérennité d'une boîte e-commerce aujourd'hui, c'est la marge en fait. Et d'ailleurs, j'ai déjà entendu, je crois sur le panier, j'ai fait un épisode avec Kabaya et qui était vachement intéressant.
où tu avais cette comparaison e-commerce, wholesale, retail. Et ouais, ces marques à l'époque qui pouvaient. Le résultat, de mémoire, il disait en gros qu'il gagnait plus en retail qu'en D2C. Ouais, si t'empiles tes coûts, ouais. Ce qui était moins le cas avant. Mais non, on se disait je vais vendre en direct, donc je vais me garder la marge du distributeur. Ce qui a été vrai. À une époque, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Mais les coûts d'achat médias ont aussi vachement augmenté. Alors toi, tu t'es lancé juste post-Covid, donc c'était un peu la ruée vers l'or, une époque bénie. En gros, les gros annonceurs s'étaient retirés post-Covid parce qu'ils étaient frileux, ils attendaient, ils étaient attentifs, ce qui a permis à plein de petits ou moyens acteurs d'acheter à des coûts plus intéressants. Ouais, carrément, ouais, c'est ça qui s'est passé. Mais 3 ans plus tard, c'est plus le cas. Moi, j'ai pris le dernier wagon, je pense. J'ai pris le dernier wagon, ouais, tu te lances, on s'est lancé deuxième confinement, je sais plus, novembre, fin 2020. comme ça, ouais, exactement. Et en plus, secteur déco, t'es chez toi, on a été confinés, plein d'achats de résidences secondaires, tout ça. Donc, je pense que s'il y avait une époque bénie pour lancer une boîte de déco, c'était l'année 2000. Ouais, non, mais exactement. La chance dans l'entrepreneuriat, on peut en parler parce que du coup, là, on a ouvert tellement de portes depuis 15 minutes. Mais en disant ça, l'époque bénie pour lancer une boîte de déco, c'était 2020. Je pense que je vais pas me faire que des amis. Mais c'est vrai que les gens étaient chez eux. Ils s'occupaient de leur appartement ou de leur jardin. Ils passaient du temps sur les réseaux sociaux. Les magasins étaient fermés. Les magasins étaient fermés. Et comme je le disais tout à l'heure, les gros annonceurs ont mis du temps à réagir. Et du coup, on coupait des budgets. Ça faisait de la place pour des plus petits. Et donc, des coûts d'acc, des coûts au clic ou CPM qui étaient plus bas. Sauf que toi, tu as pris le dernier wagon. Moi, j'ai pris le dernier wagon. La petite anecdote que j'aime bien raconter, c'est je me lance sur Facebook. C'est ça qui a lancé sur Facebook Ads. C'est ça qui a vraiment lancé la boîte. Il me reste plus d'argent, 150 € sur mon compte courant. Mais par contre, j'ai un site, je peux produire. J'ai vraiment la structure minimum pour commencer à vendre. Et j'ai un copain qui me dit tu devrais faire des pubs là. Et je lui dis ouais non. Et en fait, c'est l'opportunité. Il y a eu ce deuxième confinement qui a été assez soudain. Et moi, à l'époque, je prospectais en ville, prenais ma petite voiture, j'allais à Annecy, j'allais dans les villes périphériques de Lyon, et je vendais au magasin, et je voyais que le produit marchait plutôt pas mal. Et en fait, ce jour-là, toutes les commandes ont été annulées. Et donc, je rappelle mon copain, je dis, bah, t'as raison, on va faire des pubs. Par contre, il me reste que 150 €. Donc 3 jours. Puisqu'il faut mettre 40 € par jour minimum. Il me dit, il faut mettre 40 €. On met 40 et le premier jour où on met 40, bah, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, on fait 400 € de chiffre d'affaires TTC. Et là, j'ai un peu mis le doigt dans l'engrenage, quoi. Ouais, doigt dans le pot de confiture des ads où tu veux dépenser plus après pour gagner plus. Donc tu mets 40, tu fais 400 ce jour-là. Ouais. C'est un peu parce que aujourd'hui, on va dans tous les sens, mais c'est très bien. C'était un side project à la base. Ouais, exactement. T'as mis combien pour le lancer ? 2000 €. 2000 €. Et il te fallait... 2000 €, c'était le prix d'achat de la machine. Les luminaires sont fabriqués en des machines à découpe laser. Moi, à la base, je viens de l'industrie, donc c'était plus mon core business. Et donc 2000 € est le coût d'achat de la machine, de l'importation, et après le reste c'est parce que c'est du bois qu'il y a sur les lampes, les suspensions, ouais, les appliques. C'est du bois, des petites lamelles de bois. C'est du contreplaqué peuplier qu'on coupe à la laser tout simplement, du bois français, franco-italien, certifié FSC, et on y tient. C'est quoi FSC ? FSC, c'est Forest Council, c'est un label... FSC ? Ouais. Il y a FSC et il y a PEFC. On le voit beaucoup sur les feuilles de papier. C'est un label, en gros... Forest Stewardship Council. Donc c'est ça, protection des forêts, j'imagine, du coup. Ouais, c'est ça. Protection des forêts, ça veut juste dire que t'as un bois qui est pas... qui fait pas de déforestation...
qui a un impact qui reste limité. Bien, la déforestation en France, c'est pas trop un sujet, c'est plutôt au Brésil qui. Donc voilà. Non, mais important de communiquer sur le label parce que c'est quand même quelque chose, un label qui est sérieux pour le coup. 2 000 euros, c'est le prix de cette machine. Ouais. Et avec tes économies, il te reste 150 balles et tu lances l'acquisition. C'est ça. Je lance l'acquisition sur Meta, Facebook à l'époque. Tu mets 40 euros par jour pendant 3 jours, mais le premier 40 te rapporte 400. Ouais. Et Sur quoi tu marges? Oui. Ok. Ce sur quoi je suis. Parce que si le 40 avait rapporté 400, mais que le 400 te coûtait 390, je serais pas là aujourd'hui. Je serais pas là aujourd'hui. Ouais. Faut être net. Je serais pas là aujourd'hui et ouais du coup là le problème devient plus vendre, devient fournir tout seul toute cette traction générée par les ads. Non mais j'adore, c'est quand même cool et c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs recherchent, c'est cette inversion de la tendance où tu l'as bien dit là, le problème c'est plus vendre, c'est acheter. Ouais, bah après produire. On recherche tout le temps un équilibre qui n'existe jamais. Tu vois, donc soit des problèmes commerciaux, soit des problèmes opérationnels. Mais en tout cas, à ce moment-là, tu as une accélération et le problème c'est plus vendre, c'est exactement. Pendant un an en fait. Pendant un an, le temps de parce que moi je suis tout seul, donc à la prod, media buying, compta, tout. Donc faut recruter dans une période où tu es en retard pour livrer tes clients. Mais en fait, ce qui est trop bien, c'est que tu t'envoies des mails à tes clients, dis je vais vous livrer en retard. En fait, j'ai trop de boulot. Je suis une petite boîte et les gens sont trop contents. Et tu vois, même à l'époque, je mettais des codes promo et ça me refaisait plus de commandes. Donc tout le monde était content. Attends, c'est intéressant. Tu faisais des codes promo pour annoncer. Donc tu disais désolé, je suis en retard, mais je vous offre un code promo pour la prochaine commande. Ouais. Et ça te générait de la commande. Ah ouais. Du coup, ouais, t'avais une. Mais c'est des retards de combien? On parlait de une semaine sur deux ou d'un mois de retard sur une commande qui devait être livrée une semaine plus tard. On oscille entre 2 semaines et un mois. De retard. Ce qui est quand même pas. Un mois, c'est long. Un mois, chiant. C'est long. Surtout aujourd'hui, quand t'as commandé ton luminaire, tu veux poser ton applique, tu la veux demain, quoi. Tu la veux demain? Bah, pas forcément. Okay, parce qu'en fait, dans le luminaire, ça va parler à tout le monde. Combien de fois vous arrivez chez quelqu'un ou chez vous même, et il y a une ampoule qui pend, et depuis en fait 6 mois, 1 an. Et donc quand t'as acheté ton luminaire, t'es tellement content. Et tu savoures la période où tu vas le recevoir. Et si la marque, en l'occurrence nous, te dit en fait désolé mais t'attends un mois de plus, mais en fait j'ai déjà attendu 6 mois, donc alors t'as des gens pressés, mais on a la chance d'être sur un produit où t'es pas le besoin est pas vital, quoi. T'as pas commandé C'est marrant parce que moi l'ampoule peut pendre pendant 2 ans, mais le jour où je décide enfin le luminaire. Ouais, c'est pas je décide d'ailleurs, c'est on décide à 2. Le jour où on tombe d'accord. On peut en parler, ça, parce que ma chère tendre. C'est un sujet, c'est 100%, quasiment 100% de nos achats. C'est on va être dans le stéréotype complet, mais c'est la femme qui a vu le luminaire sur Instagram en général, 80%. Et après, qui discute avec son conjoint, et ils prennent la décision à 2, et c'est systématique en fait. Et c'est trop marrant parce que c'est tout le temps la même configuration d'achat, tu vois. Donc tu annonces des retards en t'excusant, petite boîte, désolé, mais on met toute notre attention, et voilà un code promo, et ce code promo est utilisé pour votre nouvelle ou prochaine commande. Ouais. Bon, c'est bien parce qu'on va boucler la boucle avec ce que tu viens de dire. Donc dans de nombreux cas, c'est la femme, c'est une femme, enfin du couple qui a vu quelque chose sur Insta. Ouais. Mais bon, c'est une décision de couple. Et donc, 3 ans plus tard, tu te sens dépendant. T'as vu cette boucle? Ouais. De tes social ads qui représentent un tiers de ton prix de vente TTC, 30% en COS, quoi. Ouais, 30% en COS. On peut le faire parce qu'on a la marge pour le faire. Tu vois, en fait, on est plutôt sur à 85% de marge hors... chacun fait sa propre tambouille de marge, mais si tu comptes vraiment le produit, la matière,
sans le salaire qui est... Parce que moi, je mets mes coûts fixes hors de cette marque. Mais c'est la différence entre cost et COGS. Hein. Cost, c'est cost of sales. Voilà. Et COGS, c'est cost of goods sold, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et en gros, c'est le COGS, c'est du matériel jusqu'à la vente. Le cost, c'est juste le coût de la vente. Si je résume. Donc nous, on est à 85%, ce qui nous permet d'investir un maximum en achat média. Mais tu te sens aujourd'hui un peu dépendant de ton social ads. Mais ouais, par contre, tu te dis... C'est quoi le taux de réachat ? 15%. Mais la LTV est assez proche du panier moyen, en fait. T'as pas de récurrence. Parce que pourtant, alors tu vends des lampadaires, des lampes à poser, des appliques, des suspensions, si je dis pas de bêtises. Ouais. Une fois que tu as trouvé ton style pour tes appliques, peut-être que tu te dis qu'une lampe à poser complèterait bien. Exactement. Ce qui se passe, c'est que le réachat, il se fait dans le mois qui vient ton premier achat. Une fois que tu l'as reçu. Ouais. Et très peu après le mois, en fait, en question. Par contre, t'as le réachat, mais t'as la viralité aussi, parce que c'est un produit déco. Qui dit déco dit un peu comme ta voiture, un peu comme tes pompes, tes habits. Ça t'identifie, c'est statutaire. Et donc, t'as la viralité de la prescription de regarde, j'ai un albatros chez moi. Ah, il est sympa ton luminaire, c'est quoi? Comme tu dirais, ah, elles sont sympas tes chaussures, tu les as achetées où? Et ben, c'est plutôt là-dessus qu'on croit aujourd'hui. Ok, alors cette viralité, il n'est pas évident de l'activer. Ouais. En revanche, ta dépendance aux social ads, tu as des choses à faire. Tu peux aller dépenser ailleurs. Alors, tu vas me parler de Pinterest où tu dépenses 10 000 euros par mois. Ouais, ça fait... et je veux bien que tu me parles d'email aussi. Mais commençons par Pinterest. Pinterest, ouais, on a abordé le sujet. Bon, on est parti dans tous les sens après. 10K par mois, c'est un réseau qui est vachement stable, en fait, qui est sous-estimé, je pense, par pas mal d'annonceurs. Alors, on dit souvent, ouais, mais l'algo de Pinterest, il est pourri et tout. C'est pas forcément vrai. Tu vas vite trouver ton audience. Nous, en fait, on a une audience on peut pas dépenser plus. Si on dépense plus, clairement, on jette l'argent par les fenêtres. Mais on a un super ROS sur Pinterest toute l'année. Il est de combien ? 4, un peu plus que 4. Quand sur la moyenne, on se met à 3, nous. Sur la moyenne, à l'année, tu es à 3, donc ton 10 000 te rapporte 30 en moyenne. Ouais, c'est ça. En C1. Et tu m'as dit que tu es à 85%? Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, ouais, c'est un réseau, pour moi, sous-coté. Alors, qui le gère ? C'est Benevik ou c'est toi ? Non, c'est Benevik. Okay. Ouais. C'est un réseau sous-coté parce que... C'est un réseau sous-coté parce que on me dit souvent, ouais, mais toi, tu fais de la déco et tout ça. Mais en fait, il y a pas de monde sur Pinterest, il y a peu d'annonceurs. Et ça vaut le coup d'aller chercher ta taille critique d'audience. Nous, c'est 10K, ça se trouve, c'est 2000. Mais si tu fais 2000 par mois et que t'as un ROS à 5 toute l'année, bah, t'es content, en fait. C'est une marge consistante, solide toute l'année. Mais donc, t'es déjà allé essayer de chercher plus ? Ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, non. Tu pilotes vraiment au ROS. Ouais. Et sur Pinterest, ce qui est important, c'est t'es sur un réseau qui est plus haut de funnel parce que c'est inspirationnel. Donc, quand t'es sur Facebook, t'es dans du divertissement. Donc, si ça capte ton attention, c'est que ça t'intéresse. Donc, l'intention est plus forte que sur Pinterest. Tu viens t'inspirer. Donc, c'est aussi d'important de mesurer ton impact. On est sur des fenêtres de conversion beaucoup plus larges. Et moi, je trouve que c'est sympa dans son mix média de mettre un peu de Pinterest. Après, il y a des catégories de produits qui s'y prêtent. Un peu, tu m'as quand même dit que ça faisait un quart de ta dépense média. Ouais. Mais nous, tu fais de la déco, donc Pinterest, ça paraît quand même assez évident. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour d'autres produits, mais à tester. Ok. L'email ? Sur tes bases passées. Alors, t'as fait combien en tout ? Tu as une idée ou pas ? C'est-à-dire ? En chiffre d'affaires depuis la création de la boîte ? Tu dois être à 4, 5 ? Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Et ton panier moyen, il est de combien ? 200.
Donc, ce qui fait 25 000 commandes. Est-ce que c'est juste? Ouais. J'ai l'impression que c'est juste 25 000 commandes avec un peu de réachat. Ça veut dire que tu as 20 000 clients uniques. Ça arrondit? Ouais, macro, c'est ça. T'es fort. Bon, c'est facile. Comment tu leur parles? Comment je leur parle? Et comment tu utilises l'email pour leur parler? Comment j'utilise l'email pour leur parler? On segmente la base déjà. On parle pas à toutes ces... On doit avoir... Alors, tout le monde n'est pas opt-in, évidemment. on doit avoir 35 000 en basé. Ouais. Parce que tu as de la collecte de leads. Je sais même pas si c'est pas 50. Je connais pas exactement les chiffres, mais on a une grosse base en basé. Mais en fait, on parle que aux actifs. On a 3 segmentations et on leur parle pas pareil. Les vrais actifs, les chauds, eux, on va communiquer les news. Enfin, ils vont être dans 100% de nos flux email. Et ensuite, les autres, on va essayer de les faire basculer dans l'audience active. Parce qu'ils ont churn dans l'autre. Donc, eux, on leur envoie moins d'emails, puisque ça sert à rien de les spammer. Et après, les troisièmes, on leur parle plus. Puisque, en fait, tu veux pas les emmerder. Ouais, je veux pas les emmerder. Et puis, Et donc, les actifs, le premier segment dont tu m'as parlé, ouais. Qu'est-ce que tu leur dis, quand tu leur dis, et quelle est la contribution au chiffre d'affaires? Une news par semaine. On n'est pas très bon. On doit être sur la contribution du chiffre d'affaires quelque chose comme 5%, 5-6%. Ce qui est, enfin, c'est de l'email, hein, ça coûte pas cher. Donc, non, mais ça fait 150 000 sur l'année. Ouais. Pour une dépense qui est pas énorme. Qui est pas énorme du tout, ouais. On travaille sur Klaviyo et on est en train de migrer sur Yotpo. Pourquoi? Moins cher. Ouais. Le produit est bien. Pour en reparler quand je l'aurais vraiment mis en ligne, mais j'ai eu des bons échos d'autres boîtes et Klaviyo, ils ont fait une intro en bourse, je sais plus quand, mais il y a pas longtemps. T'as la date? Non. Et je trouve que leur programme est cher. Ils te mettent souvent sur tu payes à ton nombre d'embasés, alors que nous on leur parle pas tous. 20 septembre 2023. Voilà, donc ouais, tu vois, c'est récent. Donc et Klaviyo arrive sur le SMS en France depuis peu, et nous on utilisait SMS Bump racheté par Yotpo pour le SMS, et du coup on veut un outil pour faire les deux maintenant, et on est en train de migrer sur Yotpo. Ok. Ça fait partie des usual suspects que nous on recommande à nos clients, Yotpo, Klaviyo, Splio évidemment, en fonction des besoins, tu vois. Ouais. Mais ok, 5% c'est pas énorme. Non. De contribution au chiffre d'affaires. Non. C'est pas évident parce que. T'arrives pas à faire mieux, t'as essayé ou j'ai essayé. C'est pas dans tes priorités? Non, j'ai essayé. Qu'est-ce que t'as essayé? Et du coup dépriorisé. Ouais. Alors, en fait, c'est plutôt sur le comportement d'achat. Quand tu achètes un luminaire, c'est un peu comme ce que tu disais. Tu dis, pardon, excuse-moi, j'ai dit effectivement c'est pas énorme, mais en vrai ça dépend des industries et voilà. Une fois que t'as acheté tes luminaires, tu peux pas en racheter 50 pour le plaisir. Je suis en train de me justifier. Non, mais il y a pas de souci. Bah, c'est bien en fait. On est plutôt content. En fait, si tu veux faire plus, tu vas rentrer dans des mécaniques promotionnelles qui vont pas être ouf en termes d'image de marque. Donc, tu peux dégrader ton univers de marque. Ouais. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est quand tu achètes un luminaire, tu as décidé de l'acheter, ton besoin, il est assez ponctuel. Donc, si tu arrives avant ou après, ce qui est beaucoup le cas quand tu fais des campagnes email, parce que tu vas parler à des gens qui t'ont déjà acheté ou qui se sont inscrits à la news, c'est pas évident de... Bon, bah, tu leur présentes tes nouveautés, mais elles ont déjà acheté chez toi, mais bah, en fait, elles sont déjà équipées, quoi. Donc c'est pas évident, mais c'est pas quelque chose qu'on néglige. Hein. Mais je pense que l'effort à fournir pour augmenter ça, VS le résultat, il est pas... Pour l'instant, il y a d'autres sujets à traiter en priorité. C'est quoi tes sujets prioritaires du coup? Mes sujets prioritaires, c'est on parlait de dépendance aux ads, c'est de
de me faire pousser une deuxième jambe pour tenir sur 2 jambes, tu vois. Parce que là, on a une jambe, c'est les ads. Donc, Et ça va être quoi cette deuxième jambe? eh ben, elle existe déjà. C'est toute la partie B2B. Nous, on a 2 catégories là-dedans, des prescripteurs, donc des archis d'intérieur, des décorateurs d'intérieur, des agenceurs qui vont prescrire tes produits pour un projet bien ciblé, et la partie retail, wholesale, où tu as des chaînes de magasins, où tu as et des petits concept stores, magasins indépendants, sur lesquels on bosse de plus en plus avec. Et du coup, on est en train de DNVbiser Loopyacht, qui est trop digital. Et l'idée, c'est de jouer la petite note de musique Loopyacht en ligne et en physique aussi. Ah, en marque blanche ou sous ta marque? Pour l'instant, revendeur. Et Donc de ta marque, le Piot. non. Donc en marque blanche. Oui. Ok, Oui. ok. Et ouais, j'aimerais bien à terme qu'on ait notre petit magasin flagship, mais pour l'instant, c'est un peu tôt. Non, pardon, alors j'ai pas été clair. Mais tu vends des produits Loopyacht? Ouais, je vends des produits Loopyacht. Mais chez des revendeurs? Chez des revendeurs. Mais il y a écrit Loopyacht dessus? Bien sûr. Oui, d'accord, ok. Non. C'est pour ça, marque blanche. Marque blanche, tu pourrais poser le logo. Le concept store, machin, ouais. Ou la marque. Ou le Roi Merlin. Le Roi Merlin. Ouais. Non, tu vends du Loopyacht chez d'autres. Parfait, rentrons sur la distri. Aujourd'hui, j'ai dit, et je crois ne pas me tromper, tu m'as dit à peu près 3 millions de CA Ouais. sur l'ensemble des canaux. Le digital fait les 4/5e. 5/6e d'ailleurs, c'est ça, 2 millions, 2 millions et demi ouais, sur le site. Donc 500 000 avec des revendeurs. Parle-moi de ta distribution retail et comment elle a évolué, en faisant peut-être un petit détour par Michael Weiss. Ouais. On saluera. Ouais. Il intervient à un moment dans l'histoire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on fait vachement d'ads, donc on parle à des pros aussi. Donc, un autre enseignement et feedback que je peux faire de ma maigre expérience, c'est tu te focuses souvent sur ton ROAS parce que c'est ce qui c'est le cœur du moteur, en fait. C'est un peu la North Star métrique qu'il faut que tu suives, mais en fait tout le collatéral que ça génère, il est aussi à prendre en compte. Et en l'occurrence, nous, on avait des tas de gens des tas de professionnels. Ah, j'ai une petite boutique quelles sont vos conditions de revente? Au début, on savait pas. Puis en fait, après, on a créé des conditions de revente pro. On s'est rendu compte que les magasins, sur notre typologie de produits, prenaient 2,5. On s'est dit OK. Et là, encore une fois, avec un peu de chance, je me suis dit, OK, ça passe en termes de marge. On peut le faire. Et tu vois, pour reboucler et faire un petit clin d'œil sur le début de la conversation, les marques qui se créent aujourd'hui doivent passer absolument sur des marges, être viables sur des marges retail, c'est-à-dire faire au moins 40, mais plutôt 50% de marge après le coef revendeur. Et le coef revendeur, il est dans ton domaine, sur tes produits? 2,5. Ouais, 2,5. Donc, il l'achète 10, il leur vend 25. Et là-dessus, il faut que tu sortes, sur le 10 que tu as vendu, il faut que tu sortes Attention, au moins. ils achètent 10 hors taxe et 25 TTC. Ouais. Le 2,5, il comprend la TVA. Il comprend la TVA. Mais donc, ils achètent, en parlant hors taxe, donc ils achètent 10, ils revendent 22, 20. On va simplifier. Et sur le 10, tu me dis, il faut que tu fasses au moins 50% de marge. Ouais. Donc, toi, ça te coûte 5 pour une revente à 25 TTC. C'est bien ce qu'on dit d'habitude, c'est qu'il faut un x5, x6, x7. Exactement. Entre ton coût de revient et le prix de vente TTC client final. Si t'as pas ça, en fait, tu vas être dépendant de ta force de vente à toi. En ads, ça va être compliqué. Sauf si tu as vraiment un produit. Mais à long terme, ça va être compliqué. Parce que à court terme, tu es peut-être sur une niche qui peut péter, mais tu vas avoir des concurrents donc qui vont bider comme toi. Et donc, du coup, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment ça Enfin, tu es obligé d'avoir ce QF. Ouais, pour être une boîte pérenne. Après, si tu veux faire des coups
des coups de casino, tu peux, mais... Non, mais c'est hyper intéressant. On l'a abordé souvent, mais je le refais quand même. Donc, en gros, un produit qui te coûterait 5 au moment où il quitte ton entrepôt pour aller dans les entrepôts de, je sais pas, Leroy Merlin, Ouais. qui te coûterait 5, il faut que tu l'aies revendu au moins 10, parce que eux vont le revendre 25 hors taxe, et donc tu as ce rapport de... qu'est-ce que j'ai dit comme chiffre? En x5, x6, Ouais, qui te coûterait 5, il faut que tu le revendes 10, eux vont le revendre 25 TTC, t'as 25 TTC. fait au moins un x5. Et souvent on l'oublie. Et souvent on l'oublie. Parce qu'on s'est lancé comme une DNVB, en vendant en direct en ligne, en disant c'est bon, je fais mon... Tu te dis, mon produit il me coûte 5, je vais le revendre 25, j'ai une marge de fou. Non, t'as pas pris en compte ton acquise, qui va être le gros du truc. La maintenance de ton site, l'évolution de ton site, tout. Enfin. Et du coup, comment t'as fait évoluer ton mix distribution? Alors, donc du coup, ouais, on touche à des revendeurs, beaucoup d'indépendants au début. On refuse pas le business, donc évidemment qu'on leur vend. On vend à tout le monde au début. Donc très vite, on arrive à une centaine de comptes ouverts, pas forcément. Il y a le sell-in et le sell-out, mais ouais, une centaine de comptes. Et en fait, j'en prends pas soin. Je les appelle pas. J'ai pas forcément le temps. Et au-delà de pas avoir le temps, je le prends pas le temps parce que c'est difficile. C'est des commandes en moyenne entre 500 et 1500 euros. Donc t'as un panier moyen à 1000 euros. Sur lequel il faut consacrer du temps. Et pour le coup, ça c'est plus perso, mais moi c'est pas ton dada. Ouais, c'est pas mon dada. C'est pas mon dada. Je suis plus, j'aime bien plus, tu vois, de mettre mes mains dans l'algo ou que d'appeler l'acheteur de tel ou tel. Ou faire évoluer mon. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc on n'en prend pas soin, mais t'en as une petite fraction qui te recommande. Et en fait, qui sont, quand tu vas voir plus dans le détail, qui sont des gens qui comprennent ta proposition de valeur et qui sont dans la cible où tu te dis, quand tu visites le magasin, tu te dis, bah ouais, lui, logique qu'il me recommande, puisque mon produit, il va trop bien dans ce magasin-là. Et VS, dans d'autres comptes qui nous ont ouverts où en fait ça matchait pas. Donc maintenant on est beaucoup plus regardant sur les comptes que tu signes et surtout tu vas par exemple être implanté dans une ville, je dis n'importe quoi hein, mais un bureau de tabac peut très bien t'acheter des luminaires et les vendre. Et t'as le bon magasin de luminaires à côté qui fit très bien avec ta proposition de valeur à qui t'as pas encore vendu. Donc t'as toute l'implantation du réseau de revendeurs qui est vachement important. Il faut toucher les bonnes cibles et ça en fait ça prend du temps parce que tu dois signer les mauvais clients, faire des erreurs. Il y en a qui déposent le bilan, il y en a d'autres qui sont en pleine croissance. Mais donc ça tu l'as géré toi-même hein? Ça je le gère moi-même, mais je le gère en mode dégradé. Ouais. Aujourd'hui ou c'est avant que ça évolue c'est en train d'évoluer. Donc, on fait un clin d'œil à Michael. C'est maintenant. Michael Weiss, qui est le fondateur de Shapeart, que vous connaissez parce que vous l'avez souvent entendu sur le panier. On fait les séries retail ensemble. Donc, qui a une bien meilleure expérience retail que moi. Et donc, ce qu'on va faire, c'est assez simple. En fait, on a prévu. J'ai 3 stagiaires en cours de recrutement, trottinette électrique, TGV Max, et on va prendre soin de ce réseau de revendeurs. Alors, il le dit avec un sourire, mais vous avez peut-être pas l'anecdote. C'est exactement de cette manière que Michael a déployé Shapeart. Il partait en train dans une ville, il prenait des trottinettes électriques avec leurs produits et il faisait le tour des revendeurs potentiels pour aller se présenter. Donc vraiment un travail de terrain et d'activation. Mais attends, avec son expérience et du coup toi ta réflexion, pardon je m'interromps une seconde, t'as un train non ? Non. C'est bon ? Ok. C'est bon. Avec son expérience et votre réflexion à deux, tu t'es pas dit que prendre des distributeurs serait peut-être plus efficace que d'aller taper le terrain avec tes stagiaires en TGV et trottinette ? Non, parce
parce que j'ai besoin d'avoir le nez vraiment très proche de ces revendeurs-là. Parce que je veux vraiment, comme je disais, jouer la petite note de musique. C'est important pour moi de fusionner la partie digitale avec la partie revendeur. Vas-y, continue. Ouais, non, ouais, c'est important pour moi de fusionner ces deux parties-là parce que l'un marche avec l'autre et vice-versa. Donc, ouais, le discours, en fait, c'est le discours en retail, en physique, c'est aujourd'hui, Loupiote, on a une certaine notoriété sur notre marché, notre vertical. C'est en fait, parce que les revendeurs détestent les gens qui sont en ligne, encore plus ceux qui font des promos, ce qui est un peu notre cas. Et on est en train de sortir de plus en plus de ce modèle-là, parce que quand t'es full digital, t'as envie de faire des promos. T'es vraiment attiré par ça parce que tu fais plus de chiffres, mais en fait, à long terme, tu dégrades ton image de marque. Et donc, on sort de ça pour se dire, pour dire au magasin, ben, travaillez avec nous. Nous, on va vous amener des clients. Parce qu'en fait, nous, tous les jours, on a des gens, où est-ce que vous êtes présent dans telle ville? J'habite là. Je veux voir. Ben, t'as encore 70-80% de tout le marché consumer qui est en retail. Donc, bah, faut être présent. Donc voilà, le discours, ouais. c'est juste de être sûr que ton revendeur, il est OK que tu vendes en ligne et que tu vas lui apporter des clients. Tu vas aussi lui en piquer parce qu'il y a des gens qui vont venir faire du showrooming, qui vont regarder le magasin et qui vont se dire, ah bah, j'irai acheter plus tard sur le site. En fait, c'est le jeu. Et il faut lui dire au magasin. Il faut lui dire, on va te piquer des clients. Par contre, l'idée et l'ambition qu'on a, c'est de t'en amener aussi. Parce que moi, j'ai des clients tous les jours. Et c'est pas un jeu à somme nulle, tu seras gagnant au final, quoi. Ouais. Et moi, j'investis énormément en publicité pour que les gens m'achètent. Évidemment que je veux veulent qu'ils m'achètent en direct, mais c'est OK s'ils vont en physique aussi. Parce que, et on rejoint un peu tous les sujets, parce que même si t'es pas rentable, si tu prends le PNL de j'ai fait des ads, j'ai envoyé un client en magasin et le magasin a pris 2,5, là t'es plus rentable parce qu'il y a énormément de coûts qui s'empilent. Et en fait, c'est la pire des situations, mais le mec, il va pendre un luminaire chez lui et il va en parler. Et voilà. Et non, en fait, c'est pour ça que tu gères les choses assez macro après, au final, entre les Pinterest, les Meta, les Google, le retail, tout ça, j'appelle ça la petite note de musique, mais en fait c'est ça, c'est la petite note de musique que tu joues dans le crâne des gens sur ta proposition de valeur. Hyper intéressant. Tu fais 500 aujourd'hui sur les 3 Ouais. en distri, en retail, wholesale. Tu espères faire combien? En termes de ratio, hein, pas en termes de... Moi, en valeur absolue. J'aimerais qu'on se rapproche du 50-50. Ok. Ouais. À quelle échéance? 2-3 ans. Ok. Mais c'est OK si c'est moins. On va aller là où... Aujourd'hui, en tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est de plus en plus difficile de faire de la croissance en e-com. Donc les sujets du moment, c'est plutôt... trouver les autres relais, quoi. Ouais, trouver les autres relais. Et pourquoi je fais la distribution moi-même sur la France, c'est un peu le pays pilote, si tu veux, sur lequel j'ai besoin de comprendre comment le online et le physique s'imbriquent. Pour mon idée, c'est on a lancé les US avec un distributeur et on va faire l'Europe lancer en ligne, en propre. Et là, par contre, on veut trouver des distributeurs tout pour ça, le physique. Ouais, mais il faut qu'on sache ce qu'on veut vraiment. Et ça, la France, c'est un bon pays pilote, pays test, parce qu'on on est déjà présent. Donc tu lances l'international en ce moment? Ouais. Okay. Avec un distributeur, enfin avec des distributeurs et par toi-même en ligne? Ouais. Ok, c'est récent? T'as déjà du recul ou non, dans un an pour en parler? Non, ouais, faut qu'on revienne dans un an. En plus, c'est des... en plus, alors, l'anecdote, c'est qu'on fait maison et objets en janvier. Donc, il y a 4-5 mois. Et il y a un type qui arrive sur notre stand et qui nous dit tenez, ma carte, je suis distributeur aux US. Envoyez-moi un mail, j'ai pas le temps, je fais beaucoup de stands. Donc je prends, j'envoie un mail.
Et Tu crois que le mec fait ça sur tous les stands? Je sais pas, mais vraiment, je me suis dit, les US, sympa, on va discuter, mais non, monsieur, il voulait pas. Donc tu lui écris. Je lui écris, il me répond, et en fait, la conversation est assez fluide. Je vois que le produit lui plaît, il me demande des échantillons, ça fonctionne bien. Et en fait, on signe ensemble. Là, on vient d'envoyer la première commande, tu vois, donc. Faut envoyer la première commande, faut qu'ils référencent eux. Pour le coup, c'est distributeurs. On est aux US, donc ils ont pris toute la partie digitale. Moi, je m'en occupe pas, juste je les livre. Mais digital, ils vont gérer ton site US? Ou ils créent un site? Enfin, c'est non, quoi le, ça va être quoi le ils deal? vont s'appuyer sur mon site traduit US, mais ils s'occupent de du référencement marketplace aux US. Ils ont une team digitale et ils ont une team retail. Ok, compris. Et ça commence quand? Ça a commencé? Ça a commencé, c'est en mer. Donc, c'est en mer. Ah oui, c'est en mer, littéralement. Ouais, on les a livrés. Excellent. Et en termes de commandes, ça fait quoi? En termes de commandes... T'as pu produire dans les quantités Ouais, bah tu commences... les distributeurs, ils commencent tranquillement. Ils veulent tester le marché et puis après, ils montent. Donc là, c'est une première commande à 20 000. Ok. 20 000 euros. 20 000 dollars, je sais plus. De toute façon, c'est quasiment la parité. Ce qui est une belle commande, je crois, pour une première commande de ce qu'on m'a dit. De ce qu'on t'a dit. Moi, je pas assez de recul. Moi non plus. Et en fait, l'enseignement de ça, c'est... En fait, l'international, là, ça m'a rien coûté. Si 1 heure de visio, envoyer des échantillons, et vraiment pas grand-chose. Et tu te dis, bon, bah ça y est, je suis présent aux US. Ouais. Enfin, effectivement, tu es présent aux US. Ça m'a pas coûté grand-chose, quoi. Non, mais il faudra voir qu'est-ce que ça te rapporte. Oui. Là, l'enseignement que j'ai après pas mal d'épisodes sur le sujet, c'est que en gros, les US sont jamais... tu vois, Rome, c'est pas fait en un jour, les US se sont pas lancés en une fois. À qui j'en discutais, c'était pas... Je sais plus, mais j'en discutais avec plusieurs personnes récemment qui m'ont dit on a relancé à plusieurs... Mercury, on a fait un catch-up, il sera déjà sorti quand vous entendrez cet épisode, donc écoutez-le, où ils ont lancé les US en 2 ou 3 fois. Mais j'entends ton point. Juste d'un point de vue très pratique, il te commande 20 000 pièces, il les paye quand? 50% à la commande, 50% à la réception. Ok. Donc lui, il prend un risque. Ouais. Et toi, tu dois lui racheter s'il les a pas vendus? Non. Il prend son risque de stock, ouais. Ok. Bon, c'est intéressant. Ouais. C'est courant, c'est négocié dans l'accord qu'on a ensemble. On a des conditions de sortie du contrat. Au début, ils m'ont dit, nous, on veut l'exclure et tout. Je leur dis, moi, j'ai personne d'autre, hein, je vais pas vous mentir. Je vous êtes une opportunité, donc. Mais la seule chose qu'on a négocié dans le contrat, c'est les payment terms et le fait de pouvoir sortir s'ils font pas une quantité minimum. sortir de l'exclu. Ouais, okay. Sortir de l'exclu. 150 000 la première année, 500 la deuxième, je sais plus la troisième. Ok. Ouais. C'est beau? Ouais, c'est bien. Ok. En termes d'engagement et de volume, je veux dire. Et ouais, surtout que... Ouais, bien sûr. Surtout Attends, tu parlais en euros ou en pièces? En euros. Ah, pardon, autant pour moi, ok. Ah oui. Oui, sinon c'est très beau. Ouais, c'est énorme. Et en plus, du coup, tu te dis, si je perds ce distributeur, au moins j'ai le pied là-bas. Le pied là-bas, je peux dire j'ai travaillé avec un tel et tu trouves un autre distributeur. Alors ça veut pas dire que t'es connu, mais tu pars pas de zéro. Ouais. Si jamais tu devais repartir. T'as déjà un peu de background sur ce pays-là, mais à suivre. Hein, j'ai pas la prétention que ça va cartonner. Par contre, ça peut être le cas. Donc, on se donne les moyens pour que ça le soit. Ouais. Tu t'es lancé avec une machine que t'as eu du mal à acheter. Enfin, que tu as eu du mal, pardon. C'était le principal de tes investissements, ouais. On va dire ça comme ça. C'est quoi la prod aujourd'hui? C'est combien de personnes? C'est où? Comment ça marche? Aujourd'hui, on est 10 et t'as la moitié à la prod. T'as 5 personnes à la prod. Et combien de machines? Et 4 machines. 4 machines? Ouais, 4 machines. Et quelle est ta capacité de prod aujourd'hui en volume? Ma capacité de prod, c'est une question. Alors, je peux parler en euros, je peux parler en luminaire par jour.
Non, ma capacité, c'est à peu près 1500, 2000 luminaires par mois. Et t'en es où C'est-à-dire? de cette capacité, de cette Je suis à posture? fond. Je suis tout le temps à fond. Ah, d'accord. Donc Ouais. là, s'il y avait une grosse commande qui tombait, tu pourrais pas en l'état. Je peux recevoir des machines très vite Ok. et recruter très vite. Ok. Ouais. Ok. On a abordé pas mal de sujets, on est un peu parti dans tous les sens, mais il y en a encore quelques-uns que je voudrais voir. T'es sur Shopify. Je voyais que t'as t'es pas sur Shopify Pro, hein? Non, j'étais sur Plus avant et j'en Non, suis pardon. revenu. Excuse-moi, Shopify B2B. Non. Donc t'as une plateforme B2B qui est accessible en ligne, mais c'est pas Ouais. un add-on, hein, c'est ça? Si, c'est un add-on, ouais. Ouais. WPD App, j'ai l'impression. Ouais, exactement. Ils commandent en ligne? Les pros? Ouais. Ouais. 50%, 60%, 100% de leurs commandes se font en ligne? Non, il y a 50% des pros qui commandent en ligne. Le reste, c'est devis. On n'y échappe pas. Ok. On aimerait bien tout recevoir sur Shopify, mais Bon, ça va être une tendance marché, on va y être assez rapidement. Raison pour laquelle d'ailleurs. Non, tu crois pas? Non, il y a peut-être pas à 100%, bien toujours sûr. Mais t'as toujours les petits, les réticents. les gens du Sud. Ouais. Les gens du Sud. Non, je fais une blague parce que c'est Émilien Foiret de Cabaya qui nous racontait qu'ils reçoient toujours des commandes qui sont écrites sur un coin de table nappe prise en photo envoyée par WhatsApp, quoi. T'en as encore qui font des fax, donc tu te dis on y viendra. On y arrive, mais c'est lent. Puis on touchera jamais au 100%. Ouais. Quand on préparait l'entretien, tu m'as dit j'ai galéré sur Shopify. Ouais, j'ai galéré sur Shopify. Ça a été super pratique au début pour se lancer. Et en fait, quand tu commences à vouloir fine-tuner des trucs, souvent, alors tu fais l'erreur. Moi, l'erreur que j'ai faite, et de toute façon, je t'ai dit, je suis plus là pour parler des erreurs que des succès. C'est parce que je pense que c'est les meilleurs enseignements. L'erreur, c'est qu'on fait beaucoup. C'est on se dit je vais faire une refonte de mon site. Non. Souvent, enfin quand tu t'as ton product market fit, tu te dis faut que je fasse évoluer mon site. Mais la meilleure chose à faire, c'est de faire des petites implémentations et pas à pas améliorer et être sûr en A/B testant certaines choses, en appelant tes clients, en appelant tes paniers abandonnés. En fait, en vrai bon sens, quoi. Et nous, l'erreur qu'on a fait, c'est ok, refonte, c'est dur. Il faut connaître son propre besoin, ce qui est pas souvent le cas, ce qui est difficile pour les agences. Et en fait, entre quand t'as fait tes maquettes, t'avais cette maturité-là, et puis quand elles te sont livrées, en fait, tu veux déjà autre chose, donc t'es frustré, donc voilà, donc ouais, ça a été, on est passé par plusieurs agences free et aujourd'hui on travaille avec quelqu'un qu'il faut cadrer, qui nous coûte effectivement moins cher sur le papier, mais en fait ça nous prend aussi beaucoup de temps à le cadrer, qui est bon techniquement, et voilà, j'ai pas trouvé autre chose en fait. T'as pas forcément eu les bonnes expériences. Non. Mais en tout cas aujourd'hui t'as trouvé un setup qui te convient. Qui me convient, ouais. Parce que toi-même tu connais un peu la plateforme aussi, enfin bien la plateforme aussi. Ouais. Et donc tu peux le cadrer correctement. Et d'ailleurs tu vois, j'en parlais avec Ben et Vic, je leur dis mais comment vos clients gèrent leur évolution de site, les mises en prod, et j'ai l'impression que c'est un gros pain pour tout le monde en fait, vraiment. Que le truc que je te dis qui me va, déjà il me va à moitié, et donc ouais, je peux lancer un appel s'il y a quelqu'un qui est bien, qui estime avoir craqué le truc pour lui. Je serais heureux d'en parler avec lui parce que c'est un vrai bouchon à notre évolution. C'est tout le temps le bottleneck, le site, l'implémentation de ça, c'est tout le temps ça qui fait chier. Souvent ça qui fait chier. Ouais, si je prends un peu de hauteur et sans faire de
promotion trop flagrante, mais je pense qu'il faut trouver le bon partenaire qui te convient bien en fonction de ta maturité, de ta connaissance, de ta bande passante et tes besoins d'agilité. Ouais. Ça peut être un free en Inde comme la bonne agence qui sait être efficace et rapide, mais c'est vraiment ça. Et je pense que dans le choix que vous allez faire, chers auditrices, chers auditeurs, le jour où vous choisirez un partenaire, si vous décidez d'externaliser la gestion, toute la gestion e-commerce d'ailleurs, ou la gestion du site, qu'il soit sur WooCommerce, Shopify, Silius ou autre, mais c'est vraiment, en fait moi c'est ce que je vais te dire la vérité, ce que je dis souvent à mes clients, on n'est pas là pour faire pour signer, on n'est pas là pour faire un coup, et c'est marrant parce qu'on en a parlé, alors je sais pas si c'était off micro ou au micro, mais on n'est pas là pour faire un coup et vendre ton Shopify à 20 000, 100 000, 200 000. On est là pour les 10 prochaines années. Et moi, chez Cosa Vostra, je fais plein de choses, et il y a de la plateforme de marque, il y a du brand asset, il y a de l'activation, il y a de je sais pas, la vidéo du podcast, il y a du dev, il y a du CRO. Si je vends aujourd'hui un truc, j'espère qu'on va construire une relation dans laquelle ils pourront utiliser tous ces services dans les 10 ans qui viennent. Et donc, mon point est le suivant, c'est que quitte à passer 10 ans ensemble, autant bien s'entendre et être sûr qu'on est aligné. C'est un peu comme un couple. Et j'aime bien qu'il y ait une phase de mise à plat. Je reprends souvent cet exemple, mais je vais le reprendre encore une fois, et cette fois dans un autre contexte. Mais tu sais la manière dont Benjamin et son nom m'échappe, je suis désolé, mais on crée Unbottled. De mémoire, c'est une association, ils ont été mis en relation, en contact. Ils ont passé 2 jours ensemble dans une salle à répondre à 100 questions, chacun de leur côté ou chacun ensemble, pour voir s'ils étaient alignés. Je t'avoue que dans une relation avec un partenaire techno ou autre, cette approche elle est pas complètement débile. On va passer du temps ensemble, autant être sûr qu'on est aligné, qu'on s'entend bien, et que dans les coups durs, parce que t'as toujours des bons et des mauvais moments dans une relation, faut s'assurer que dans les mauvais moments on soit solide et qu'on sache regarder devant et trouver des solutions. Ouais, je partage. Cool. Je partage et je pense que pour rebondir là-dessus, ce que je dis souvent, pour moi, sur le modèle agence, votre Facebook Ads à vous, la meilleure acquisition pour vous, là, c'est les clients contents, non? Bah ouais, c'est la qualité de service. Ouais. Mais c'est un message que je lance, parce que moi j'ai principalement des expériences décevantes. Quand il y en a une qui est bien, on parlait de Ben Vic, on est super content, et comme tu dis, tu construis dans la durée, et c'est ça qui est beau. Mais tu vois, moi du coup je suis prescripteur de la solution, j'ai aucun mal à en parler, j'en parlerai en bien, et en plus c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est l'acquisition, et souvent t'as un pôle sales qui est prédominant dans des business de presta, mais c'est pas, faut pas sales, parce que dans les prestats il faut, mais ton meilleur sales, c'est ta satisfaction client, c'est sûr. Alors, quand tu as eu des expériences pas forcément positives dans le passé, t'as choisi sur quels critères? Et est-ce que t'as fait des ref calls? Comment est-ce que t'as fait tes choix? Bonne question. Comment est-ce que tu aurais pu éviter, je te la pose dans l'autre sens sinon, comment est-ce que tu aurais pu éviter de te tromper? Je fonctionne à l'instinct, donc objectivement, je sais pas. Comment j'aurais pu éviter de me tromper? T'as eu plusieurs propositions à un moment? Ou t'as choisi une agence et t'es allé tout droit? Alors, moi, je pense pas qu'il faut chercher à éviter de se tromper, tu vois. Il faut se tromper. Il faut mieux se tromper. C'est la vélocité de ta prise de décision. Tu te trompes, tu sais pourquoi tu t'es trompé, et c'est ça qui va faire que tu vas moins te tromper. Donc il faut se tromper. Trompez-vous. Trompez-vous. On pourrait s'arrêter là-dessus, hein, c'est une belle phrase de conclusion. Mais si vous arrivez à ne pas vous tromper et à tout faire bien du premier coup, c'est pas mal non plus. Oui, c'est pas mal. 2-3 petits sujets, mais plus perso, que j'aimerais bien aborder avec toi avant qu'on se quitte. En tout cas, pardon, chers auditeurs et auditrices, si vous arrêtez là, j'espère que ça vous a plu. Atelier-loupiote, comme une loupiote, avec un seul T. Moi, j'en ai mis 2 par défaut. Mais donc, atelier-loupiote.fr pour aller voir ce dont Maxime et moi parlons depuis bientôt 1 heure. Plus d'1 heure. T'es solo founder? Ouais. J'en reçois pas souvent, pour être honnête. Moi, je l'ai été dans une autre vie, une seule fois, et je t'avoue que... C'est pas pour toi? Non, c'est bien d'être à 2 ou plus, tu vois. Comment tu le vis? Ça a été... Parce que t'as des phases d'accélération, t'as des phases difficiles.
j'ai cru comprendre à demi-mot, alors t'as peut-être pas fait un burn-out, mais que t'as été un moment dans le dur psychologiquement. Ouais. T'as du recul, des conseils là-dessus, des apprentissages à me... Ouais, alors... tu vois, la quête de sens. le truc le plus évident que je peux dire, c'est... c'est totalement banal, mais en fait, il n'y a pas de meilleure configuration. Moi, il se trouve que je suis seul par parcours. On avait commencé à deux avec mon ex-associée designeuse et j'ai racheté ses parts et qui après a fait autre chose. Et ça a des avantages d'être tout seul parce que tu peux décider très vite, t'es dépendant que de toi. Donc c'est super agréable et surtout quand ça se passe bien. Mais par contre, la boîte, moi ce que je constate c'est que la boîte est très dépendante de ton état psychologique à toi. Donc t'as moins de constance. Mais du coup, moi, j'apprends à un peu lisser les phases down et les phases up, de me dire, ok, là, ça va moins bien, donc on se remotive. Faut se remotiver tout seul, c'est beaucoup plus dur. Comment tu fais? Du temps en famille, du sport, Ouais. du recul. Ouais, exactement. Moi, je vais dire un truc que j'ai jamais dit à mes associés ni à mes employés, mais ça fait 10 ans qu'on a créé Cosa Vostra, 3 ans, 4 ans que je la dirige. Il y a des moments où je ralentis un tout petit peu. Tu vois, je finis un peu plus tôt, je prends un peu plus de temps pour moi. Alors, ça arrive 1 fois, 2 fois par an, mais. C'est ce que je fais. Ok. Ouais, c'est totalement ce que je fais et je suis full transparent avec mes équipes là-dessus. En fait, c'est comme ça que je fonctionne et ouais, t'as besoin de ralentir en fait à des moments. T'es moins motivé, c'est normal. Ou t'es en surchauffe. Ou t'es en surchauffe. Et tu le sais, tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte. Je te dis, et c'est ça. En fait, tu vas pas lisser intrinsèquement. Par contre, tu vas avoir le recul d'être, ok, là, ça va vite, je décide vite. Ok, là, c'est un petit peu plus déprimé et tout. Je vais faire ces moments-là où on prend des résolutions, on va au sport, on voit plus de monde. Non, ouais, c'est et solo founder, t'es à des moments. En fait, c'est tout le paradoxe du truc. T'es moi, j'ai des grands moments de solitude. Où tu te dis putain, mais même dans les réussites, hein, parce que la réussite en fait, tu la partages pas ou peu, mais du coup t'apprends à prendre un petit peu plus soin de toi aussi. Tu te dis ah ouais, c'est ma réussite, tu vois, tu te l'appropries peut-être un petit peu plus que à deux. D'ailleurs c'est dur pour moi parce que j'aime bien, on en parlait en off. C'est quand même cool quand tu fais plaisir à l'autre. Et paradoxalement, parfois c'est difficile de savoir qu'est-ce qui te fait plaisir à toi. Et donc c'est un peu le truc du solo founding, mais ça m'irait d'être associé, mais faut que ce soit quelqu'un qui apporte une plus-value, tu vois, tu donnes pas des parts. Mais tu te réassocierais maintenant? Ouais. Génial, écoute. Ouais, je me réassocierais grave. Mais soit t'apportes de l'argent ou des compétences ou voilà. On m'a déjà proposé d'être associé, mais en fait ça le fait pas en termes de fit. Mais ouais, je suis un peu solo founder par défaut. Par défaut, mais ça me va en fait. Et il y a des jours où tu te dis putain, en fait c'est grave stylé d'être tout seul. Il y a des jours où c'est plus compliqué. Tu peux partir 3 semaines en vacances? 2 semaines, 1 semaine, 10 jours, j'en sais rien. Enfin, tu peux partir le cœur léger. Ouais, ça j'ai pas de souci. La boîte elle tourne sans moi. Ok. Maxime, c'était cool. Je te réinvite dans 1 an et tu me parleras du lancement des États-Unis, des 150 000 puis 500 000. On parlera de distrib, on parlera de quoi? Lancement d'un magasin flagship. Génial. Ouais. À Lyon? J'aimerais bien. Non, à Paris. À Paris, ok. Ouais.
Ça peut être à Lyon, mais c'est quand même plus sympa à Paris. Il y a plus de monde. Un seul ou tu fais des pop-up à l'asphalte qui cartonnent? On va commencer par le pop-up. Ok. Et puis, tu sais déjà quand? Ou c'est pour l'instant juste dans les plans? On a un plan. Alors nous, on a fait une collab avec Kipli. Petit clin d'œil à Antoine. On a fait des modèles en co-branding et là, on est en discussion pour investiguer leur magasin de Paris qui vient de se lancer et qui cartonne bien. Donc ouais, on va y aller pas à pas. Pas à pas, il y a encore pas mal d'enseignements à tirer de tout ce qu'on va faire là dans les 6 mois, 1 an qui vont venir et voilà. Et on va se tromper et on va apprendre. Belle phrase de fin. Merci Maxime, c'était cool. Merci Laurent. Et à toutes et à tous, n'oubliez pas de vous inscrire sur le panier.io à la newsletter. N'oubliez pas non plus de mettre de vous abonner au podcast sur la plateforme de prédilection que vous avez. Je le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas entendu le message, mais Google Podcast va fermer incessamment sous peu. Ils essayent de vous envoyer sur YouTube musique. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, sachez que le podcast est disponible partout, sur toutes les plateformes. En dehors de Google Podcast bientôt du coup. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucun épisode. Et évidemment, allez faire un tour sur atelier-loupiote.fr. Vous pouvez continuer la discussion avec Maxime sur LinkedIn. Il est disponible. Maxime Dubois, D-U-B-O-I-S. Merci Maxime. Merci Laurent. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.